Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Petit Tour. Alors l'épisode porte bien son nom cette fois-ci puisque je suis pas allé très loin. Là on est à Nice, on est près du Stade du Ré, enfin l'ancien Stade du Ré, ils ont mis un jardin à la place maintenant. Je vais interviewer Marcel Pietri qui est très connu puisque c'est le directeur technique du Judo Club de Monaco et du judo monégasque en général. Donc voilà, je vais vous laisser de suite avec l'interview. Avant ça, petit aparté, là j'ai deux interviews qui sont en cours de montage. Une interview d'Alain Bini qui est peut-être sortie au moment où vous regardez cette vidéo, et une interview de Jean-Charles Juster. J'essaierai de faire un petit peu plus d'interviews dans les semaines à venir, mais ça va être difficile parce que je vais m'attaquer au Var. Et à chaque fois, quand je dois aller dans le Var, je dois me taper le train, etc. Enfin, vous connaissez la musique. Donc, je vais essayer de faire en sorte d'interviewer tous les judokas du Var comme je l'ai fait pour les Alpes-Maritimes. Et vous allez suivre petit à petit l'évolution de l'histoire du judo dans le Var. Donc là, j'ai pratiquement fini ma liste pour ce qui était des Alpes-Maritimes. Il me reste pas beaucoup de personnes à interviewer, environ une dizaine. Et puis après, j'ai une liste secondaire, mais je l'attaquerai quand j'aurai fini la liste primaire. C'est-à-dire que j'ai des personnes qu'il faut absolument que j'interviewe, que ce soit dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var. Et une fois que j'ai fini d'interviewer toutes ces personnes-là, j'ai une liste secondaire avec des gens qui sont intéressants, mais qui sont pas forcément au gradé ou qui sont pas forcément anciens, mais qui sont intéressants de par leur parcours pour l'histoire du judo sur la Côte d'Azur. Voilà, c'était la petite précision. Je vous laisse de suite avec l'interview. Pour commencer, j'aurais besoin que vous vous présentiez en donnant votre nom, prénom et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Marcel Pietri, né le 21-03-1958 à Cannes. Pour les statistiques, j'aurais besoin du métier de vos parents. Ma mère est institutrice et mon père employé dans une agence immobilière. Votre propre métier? Enseignant de PS, métier que je n'ai jamais effectué puisque je suis en détachement aux affaires étrangères qui me mettent à disposition de Monaco, d'un lycée à Monaco, qui me détache lui-même sur la Fédération monégasque de judo. Et mon travail, donc, c'est directeur technique national de la Fédération monégasque de judo. Et donc, du coup, vous avez la formation pour faire un premier métier? Mais moi donc, j'étais d'abord à l'INSEP en tant qu'athlète en équipe de France. Et on avait des formations qui nous permettaient, qui étaient facilitantes, je veux dire, qui nous ont permis d'être enseignants de PS, comme pas mal de gens de ma génération. Et les trois quarts, on est devenus profs de sport, on dépendait de la fédération ou du ministère. Ok. Et donc le ministère permettait comme ça d'avoir des formations pour que les jeunes y trouvent facilement un emploi. Oui. Le double projet était plus facile avant que maintenant, je dirais même. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment vous avez entendu parler pour la première fois de judo, avant même de pratiquer? Alors moi, c'était simple. Il y a eu une démonstration du judo club Elena. Oui. Mais à l'époque, je pense que c'était pas encore José Alary de mémoire. C'était une autre personne, José doit connaître son nom de famille. J'ai vu à l'école, une démonstration à l'école, et je les ai vus chuter. Et ça me plaît, faire des prises de judo. Et j'ai dit à ma mère, je veux faire du judo. Et ma mère avait quand même qui était institut de formation enseignante de PS, elle m'a dit, ah non, c'est le judo, ça rend trop costaud, on ne devient pas grand. Et tu commenceras qu'à 10 ans. Ça, je l'ai vu à 7 ans, et à 10 ans, j'ai dit, je veux faire du judo. J'habitais à Nice-Nord, et à Batéco, au-dessus de chez moi, il y avait une petite chapelle dans laquelle on faisait les arts martiaux, il y avait du judo. Et j'ai commencé le judo comme ça. D'accord. Quelle école primaire c'était cette démonstration? L'école primaire de Nice-Flore. Ça, c'est l'école primaire de Nice-Flore, c'est là où j'ai vu cette démonstration. Et la chapelle, elle était actuellement où il y a le terminus du tram. Il y avait une colline avec une chapelle désaffectée. J'ai même des photos. D'accord. Et une chapelle désaffectée, et au rez-de-chaussée, il y avait la maison des jeunes, et au premier étage, ils avaient fait un dojo. Et en 68, j'ai commencé le judo comme ça. Donc, après, j'ai eu une belle rencontre, puisqu'il y a eu un premier professeur qui s'appelait Monsieur Place, et un deuxième professeur qui s'appelait Charlie Juge, et c'est lui qui m'a donné après vraiment l'envie de... Et donc c'était les deux professeurs qui vous ont lancé dans le judo? Oui, moi c'est Charlie, il venait me chercher à la maison, c'était un passionné, et c'était un élève de José Alary. Est-ce qu'il y avait des assistants dans cette chapelle, des assistants du professeur, des gens qui étaient déjà gradés quand vous êtes arrivés? Non, c'était... Il nous a pris, on avait 12 ans, et il a fait une belle petite équipe, et pendant 10 ans,
On l'a suivi, il venait nous chercher à la maison. C'était la SPTT, judo. Donc l'avantage, on était très avantagés parce qu'on pouvait prendre les 4L pour les déplacements des PTT le week-end. D'accord. Les 4L qui étaient disponibles, on pouvait les prendre. Donc on avait des facilités pour se déplacer. On allait à Marseille par la nationale, par exemple, faire des compétitions. Ça prenait 3h30 parce qu'il n'y avait pas encore l'autoroute. Et c'était régulier que vous faisiez des compétitions avec... Oui. Charlie, lui, on faisait du judo, il fallait faire des compétitions. Comment étaient les entraînements dans ces années-là? Est-ce que c'était différent de ce qu'on fait maintenant? Ah bon, c'était complètement différent. Pour la petite histoire, par exemple, on avait le tapis, c'était pas un tapis qu'on avait, c'était du copeau. Il y avait du copeau, une bâche sur le copeau, et à Noël, avec un râteau, on l'aérait parce qu'au fur et à mesure qu'on chutait, le copeau se tassait, ça devenait très dur. Donc il fallait soulever la bâche, et avec un râteau, on l'aérait à nouveau. Ok, ça alors. Ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et après, on avait mis, par la suite, mon prof, ils avaient mis des pneus dessous. Alors tout ce que maintenant, avec des pneus ils avaient fait un plancher avec des pneus. Ok. Vous êtes resté longtemps dans ce club de la Chapelle? Oui, moi jusqu'à ce que la Chapelle ferme, parce qu'ils ont creusé l'autoroute à l'époque. Et en creusant l'autoroute, la montagne s'est fissurée à des endroits et la Chapelle s'est fissurée. Donc on a été obligé d'évacuer la Chapelle et on a récupéré le club SPTT, a récupéré le club de l'Ariane. Et en quelle année c'était que ça s'est produit? Ça s'est produit en 75. Comment ça s'est déroulé ces premières années dans le judo? Est-ce qu'il y a eu des événements importants, des démonstrations, des compétitions quand vous étiez très jeune? Oui, j'ai eu des compétitions qui m'ont marqué. Par exemple, la première compétition que j'ai fait, je l'ai perdue contre une fille. Je me rappelle encore son nom et son prénom. Première compétition, et je le disais toujours à mes élèves, quand on faisait, puisque les compétitions étaient mixtes, il y a peu de filles. Et ça, c'était une qui était très dégourdie, elle s'appelait Marie-Laure Zapata. Je me rappelle encore son prénom et son nom. Après, c'était vraiment une passion de faire des compétitions, d'aller m'entraîner. Et très tôt en minime, c'est-à-dire à 14 ans, je m'entraînais quasiment presque tous les jours. Parce qu'on a eu la chance, avant qu'il y ait José, d'avoir un CTR qui s'appelait M. Bernard Midan. Tout le monde a dû vous en parler. Et c'est quelqu'un qui a structuré le judo dans les Alpes-Maritimes. En Côte d'Azur, mais plus particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Et une petite question à propos de cette première compétition, vous aviez quel âge? Je devais avoir 12 ans, 13 ans, 12 ans. Donc c'était vers les années 60... 60, comme j'étais champion de France minime, je me rappelle, c'est 70, voilà, 70. Exactement. Donc il n'y avait pas encore de catégorie féminine, c'était les femmes et chez les petits, on se mélangeait, quoi. Il n'y a pas vraiment, le judo féminin, il y a peu de filles qui faisaient du judo à l'époque. D'accord. Et donc vous avez pris goût à la compétition? Ah oui, tout de suite. Alors parce que j'étais dans une famille, je dirais, mes parents intellectuels, où l'école, et à l'école j'avais des problèmes à l'école. C'est-à-dire que j'étais en échec scolaire, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'étais en échec scolaire, mais j'étais pas... Et donc c'était peut-être le moyen pour moi de m'exprimer. Je trouve que le sport doit être développé à l'école, parce qu'il y a des gens qui s'expriment par le sport, et ça leur permet après par la suite d'accrocher à l'école aussi. Puisqu'après j'ai eu mon bac, j'étais enseignant. Donc il n'y a pas eu de problème. Est-ce que dans ces années-là, vous avez eu accès à des bouquins sur le judo, des magazines, des revues? Oui, il y avait la revue judo, sur laquelle il y avait, je me rappelle encore, il y avait des bandes dessinées sur les samouraïs, qui expliquaient les origines du judo, du budo en général. Puisqu'avant, judo, karaté, les enseignants étaient professeurs de judo, karaté, aikido, ils pouvaient tout faire. Et ces revues-là, c'était quoi, au club en libre accès ou il fallait Oui, au club, et surtout, la fédération faisait quelque chose, c'est que dès qu'on était licencié, on recevait la revue. Ah, ça alors? C'était la même chose au ski. Parce que moi, je suis originaire de la Colmiane, ma famille. Et c'était pareil, les fédérations, ce qui a été interdit par la suite. Parce qu'on disait qu'on ne pouvait pas... Donc c'était la revue fédérale, c'est ça? La revue fédérale. Ok. Est-ce qu'il y avait des stages qui étaient proposés par ce professeur? Voilà, donc M. Midan, M. Midan proposait à créer les entraînements de masse. Les entraînements de masse que l'on faisait à Val-Rose. Et c'est là où j'ai connu toutes les personnes du judo actuel. Alors non, d'abord, je vais dire une bêtise. D'abord, on allait s'entraîner avec Charlie Juge. On allait s'entraîner à Elo. Dans un premier temps, on allait s'entraîner à Elena. D'accord. Où il y avait donc José Alary. Puisque Charlie étant un élève de José Alary, il nous emmenait à Elena où il y avait plus de monde. Après, on allait aussi à Saint-Laurent des fois. Il y avait aussi César à Alary peut-être? Il y avait César, César aussi. César, lui, il
Il était à Magnan, il avait le club de Magnan. Ok, donc il y avait César José. Est-ce qu'il y avait d'autres professeurs dans ces années-là ou d'autres clubs importants? Ah oui, alors ça dans ces années, à 3-4 ans près. Après, moi j'ai découvert Alain Bigny dans ses entraînements. J'ai trouvé, oui, là, voilà. Par exemple, après on allait aux entraînements de masse. Après on allait aux entraînements de masse qui avaient été faits par Monsieur Midan. Je pense qu'on a fait quelques entraînements de masse à Helena. Ouais. De souvenirs. Et ensuite, on les faisait à Valrose, parce qu'il y avait une salle. Parce qu'Helena, c'était quand même un club, c'était le club phare et ça gênait les gens de Cannes, je pense. À Valrose, c'était qui le prof? À Valrose, il n'y avait pas de club de judo. C'était juste. Juste la salle. On montait le tapis, on arrivait, on avait les tapis à disposition, on montait le tapis, on faisait des entraînements de masse. Ça, c'est dans les années 72. Ok. 72-73, ça. Et c'est là où j'ai connu Alain Bigny, Pinatel. Les plus anciens, tous les anciens. Et c'était qui? C'était Monsieur Midan qui donnait le cours? C'était Monsieur Midan qui donnait le cours. Qu'est-ce qu'il enseignait exactement? Les katas, la technique? Monsieur Midan, il a compris qu'il fallait se regrouper. Il avait eu un grand club, le club du Rhône à l'époque, qui marchait très bien. Il avait compris que chacun s'entraînait, chacun dans sa chapelle, ça ne marchait pas. Et il a essayé de tous nous réunifier. Je pense que ça a été la force, au départ, c'est ce qui a donné la puissance à notre département, le 06. Ah bon, déjà, il y avait un côté, c'est lui qui a créé, je ne sais pas si on vous l'a dit, le code moral du judo. Ouais. C'est lui qui a créé. Déjà, il y avait la dimension, je veux dire, morale, tenue. Et je sais que moi, il m'avait repéré en stage minime, parce qu'il faisait aussi, alors, ce qu'il avait créé aussi à l'époque, c'est des entraînements de masse pour les minimes. Alors que personne ne faisait ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à 50, 60 minimes sur le tapis, du tout le département. Il communiquait aux profs, voilà, je vais faire. Et comme il était neutre, c'était un haut gradé, il était quand même considéré. Donc tout le monde emmenait ses minimes. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, bon, il faut que tu viennes aux entraînements de masse avec les seniors aussi, oui. Okay. C'est lui qui a tout créé, ça, au départ. Est-ce qu'il y avait d'autres professeurs très influents Oui, José. Après, José. Et puisqu'en 1974, M. Midan a créé un sport-études, il voulait le faire, c'est lui-même qui me l'a dit, il voulait le faire à Antibes, mais ce n'était pas possible par rapport au lycée. Et c'est M. Courtine, et il y avait une seule personne qui venait de l'équipe de France, c'était José, qui descendait de l'équipe de France. Donc je pense que M. Courtine a imposé, ça il faudrait demander à José comment c'est passé, je ne sais pas si. Mais c'est M. Courtine et Midan qui étaient à l'origine du sport-études. Et c'est José qui l'a repris, puisque c'était le leader dans le département. Est-ce qu'il y avait dans le Var des professeurs connus? Parce que je sais que c'était un peu régional, les compétitions parfois. Alors, M. Midan aussi a structuré le Var. Pour moi, celui qui a structuré le Var après, et qui a pris l'exemple avec M. Midan, qui était très très proche de M. Midan, c'est Claude Laurent. Et Claude Laurent, c'est celui qui connaît le mieux Moi, le Var, j'étais trop jeune, c'était loin pour moi le Var. On n'imagine pas. Donc oui, il y avait des compétitions où vous alliez en déplacement jusqu'à Marseille, etc. À Marseille, oui, c'était la galère au départ. C'était quoi au JCM, Judo Club de Marseille? Je sais qu'on allait au club de Boeuf, là, la SPTT Marseille. Je sais qu'on faisait beaucoup de compétitions à Valier. C'est une salle mythique. Mais après, c'est des souvenirs. Je veux dire, c'est entre 13, 14 jusqu'à 14 ans, ça. Ok. Et pour en revenir au stage, est-ce qu'il y avait d'autres stages à part les entraînements de masse? Est-ce que Charlie Juge, il faisait venir par exemple des maîtres japonais ou... Ah oui, bon, il y avait après à l'époque, donc il y a M. Midan qui a fait venir Maître Hirano. C'était M. Midan qui l'emmenait dans tous les clubs. Ouais. C'était M. Midan qui l'avait pris, parce qu'à l'époque, M. Midan en plus a organisé, voilà. M. Midan à l'époque a organisé un stage au Fort Carré d'équipe de France, cadet junior. M. Midan, ça c'est en 73. M. Midan a organisé, 72-73, l'été 72-73, je ne sais plus, a organisé un stage au Fort Carré où il a fait venir l'équipe de France, cadet et junior. Moi, j'avais été champion de France minime et il m'avait inclus dans ce stage. C'était pendant l'été? Pendant l'été, stage été, mois d'août. Et là, il a emmené un japonais. Donc, et c'est là qu'on a découvert M. Hirano. D'accord. Et donc, c'était M. Hirano qui donnait les cours c'est là où on a découvert, c'est extraordinaire avoir un japonais. Parce qu'avant ce japonais, moi je l'ai vu une fois, il y avait un autre japonais qui s'appelait Yasumoto. Oui. Que M. Midan a fait venir aussi. Mais moi je l'ai vu une fois, Yasumoto. C'est surtout Charles Juge qui m'en a parlé, mon professeur. Donc Yasumoto, il a dû venir en 72, ou je n'étais pas encore, 71, 70, 71, 72. D'accord. Et après, M. Hirano, au bout de 2 ans, il est plus resté ici, il est parti sur Marseille. Donc, quand même, pendant 2 ans, il a dû faire du travail, il a tourné dans tous les clubs. Et surtout,
Moi, la dimension de travail, oui, M. Renaud, il a montré le judo, c'était un judo extraordinaire, il était brillant. Mais surtout, il y a une dimension respect, il y a une dimension, ça faisait rêver le Japon. Est-ce qu'il avait un judo vraiment différent? Oui. Il a un judo qui marquait, il avait un anegoshi, il avait... Et c'était... Moi, je n'ai pas connu Yasumoto, je peux en parler, mais pour nous, c'était un samouraï, quoi. C'était vraiment le samouraï, quoi. Ouais, surtout pour des jeunes gens à l'époque, ça... Oui, voilà, ça faisait rêver, c'était impressionnant. Est-ce qu'il y avait d'autres stages, soit au niveau France ou au niveau région Non, je t'ai parlé des entraînements de masse, c'est là où j'ai découvert Alain Bini, Pinatel, tous les vieux pros, je les ai découverts là. Et Monsieur Houdard, il ne donnait pas aussi? Ah non, Monsieur Houdard, il ne venait pas ici. Monsieur Houdard, c'est vraiment l'histoire du... Moi, je le connais depuis tout le temps, Monsieur Houdard, je le voyais arbitrer, je l'ai toujours vu, depuis que j'étais minime, je le voyais. Mais après, ça ne me parle pas parce que c'est pas l'histoire des Alpes-Maritimes. D'accord. Nous, c'était loin. Hein, comme je t'ai dit, pour aller à Marseille, on était 3h30 en voiture avec un 4L qui n'était pas isolé. Il faisait chaud. D'accord, donc c'est plutôt le Var. Ah oui. Claude Oran est le mieux placé. C'est lui qui pourrait te faire l'histoire là. Ça marche. Sur le Var. Est-ce qu'il y avait des films sur le judo dans ces années-là, des Super 8 ou des vieilles cassettes ou des vieux films sur le judo qui circulaient un peu? On avait des images du judo japonais ou des champions de France. C'était médiatisé le judo? C'était connu des gens ou pas trop? C'était quand même connu, c'est bizarre, c'était un peu... Il y avait des bandes dessinées genre Judo Boy, ce genre de... Oui, il y avait Docteur Justice. Docteur Justice. Dans PIF, il y avait... Moi, c'est ce que je connaissais que Docteur Justice. Mais après, comme art martial, c'était surtout le judo, on parlait que de judo. Ouais. Oui, il n'y avait pas encore karaté. Karaté, ça commençait, un peu aikido, mais ça faisait pas rêver l'aïkido. Un enfant, il n'y avait pas de bagarre, c'était des expressions, voilà, ça faisait pas rêver un enfant. Il y avait des anciens militaires ou des policiers qui avaient des clubs de judo? Il y en a eu un, donc c'était à Monaco, Thérésus Imbert. D'accord. Il était policier? Il était policier, et c'est lui qui a lancé le judo sur Monaco. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai même retrouvé quelques photos, mais vous savez qui lui avait enseigné le judo? Du tout. Je crois que c'était à l'armée. Les gens qui ont parlé à cette époque-là, c'est une époque que je les ai connus, mais je ne connais pas. Il y avait donc à Nice, comment il s'appelait? Bogaert. Il y avait les frères Rebecki. Il y avait Marc Écovre aussi, et donc Imbert, mais c'est des gens que je connaissais de vue, tout ça, mais je ne connaissais pas comment je connais pas leur histoire. Est-ce que vous avez pratiqué le judo pendant votre service militaire? Moi, j'étais exempté pour incapacité à tout emploi, parce que j'ai eu un accident de voiture et j'ai des broches dans le bras, donc je n'ai pas pu faire le service militaire. Vous avez pratiqué la compétition, c'est surtout le gros de votre parcours, vous avez fait beaucoup de compétitions. Alors, moi, je faisais beaucoup de compétitions, M. Bidan me prenait comme mauvais exemple que je forçais trop à l'époque. Ah ouais, un judo un peu trop... il disait que je forçais trop. Un peu trop en force. Un peu trop en force et surtout, j'en faisais trop, d'après lui. Il disait toujours... il y avait une théorie qui disait que si on s'entraînait trop fort quand on était jeune, on aurait un cœur musclé et pas développé, qu'on n'aurait pas de capacité. Et du coup, votre parcours en compétition, alors j'ai noté quelques dates. Moi, la première fois, c'est en minime, déjà. J'étais champion de France minime. Minime, en quelle année? 72, je dirais. Ok, après, il y a le tournoi de Paris en 1988. Oui, j'ai gagné le tournoi de Paris. Premier en 78 kg, voilà, c'est ça? Ça, c'est bon. Vice-champion de France en 82 et 83. Je ne me rappelle pas. Je peux vous dire, moi, vous savez comment je vais résumer? J'ai fait tous les podiums de minime à junior, j'ai fait tous les podiums. Champion de France minime et plus champion de France. D'accord. De minime, cadet, junior, j'étais sur tous les podiums. Et après en senior, j'ai été 8 fois sur les podiums. Ouf. Ok, ouais, bon, alors il va me falloir les articles. 8 fois sur les podiums, voilà. Après, c'est comme ça. Après, j'étais comme bon titre, j'étais vice-champion d'Europe par individuel. J'ai gagné le tournoi de Paris et j'ai fait champion d'Europe par équipe. Je crois que vous êtes le seul de la région à avoir gagné le tournoi de Paris. Non. Il y en a eu dans la région? D'après moi, il y en a 2 autres. Qui ça? Michel, après je vous dis pour ça, je les connais bien, parce que chacun, c'est Michel Novak et Laurent Del Colombo qui l'ont gagné. Ah oui, ok, oui, Michel Novak, je savais. Ouais. Ça a été quoi vos grands moments en compétition, les grands souvenirs que vous avez de la compétition? Alors, moi, là où j'étais le plus fort, c'était pas en 78 kg, c'était en 73 kg. En 71 kg, que je considère que j'étais le plus fort. Mais j'ai peut-être fait une erreur, c'est qu'à l'époque, j'ai pas changé de club, je suis resté dans un club à Nice, j'étais à la SPTT. Jusqu'en 1982, j'étais à la SPTT Nice. Et en quoi c'est une erreur? Parce que j'ai pas été sélectionné, parce que c'est les clubs parisiens qui étaient... Oui, il fallait monter sur Paris. Non, j'étais sur Paris, mais j'ai pas changé de club. Ah d'accord, vous étiez... Par fidélité à Nice, je suis très attaché à ma Nice Certitude. Oui, j'ai eu l'impression, ouais. Voilà, je suis très attaché à ma Nice Certitude.
Et ils ne sélectionnaient pas, il y avait une... Et oui, il y a des gens qui ont... Je ne veux pas refaire l'histoire, j'aime pas refaire l'histoire. Bon, en tous les cas, il y avait quand même un monde du judo parisien et puis un monde des provinces. Oui, complètement. Et les clubs qui recrutaient. Comme ça l'est. L'INSEP, c'est le supermarché des clubs parisiens. Ouais. Alors, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce que ça, c'est vrai que c'est nouveau pour moi, et j'avais pas l'habitude des clubs qui recrutent comme ça. C'est un peu comme le football, c'est-à-dire on recrute des joueurs, quoi. À Paris, oui. Et il y a des clubs de Nice qui le font aussi. Ok. Et ça pose quand même des problèmes logistiques. Moi, oui, c'est ridicule. Moi, je suis prêt à m'investir sur quelqu'un si je le vois au moins 2-3 fois par semaine. Ouais. Si je ne vois pas, il y a des gens qui me téléphonent. Encore là, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de Nouvelle-Calédonie. Je dis, moi, s'il vient s'entraîner chez moi, il peut signer chez moi. Mais s'il veut, il aura des avantages, parce que moi, Monaco, je les sors beaucoup, je m'en occupe beaucoup. J'ai un budget qui est quand même intéressant. Mais je ne prends que des gens que je peux gérer, que je vois. Ouais. Recruter pour recruter, moi, pour leur dire tu vas me tirer pour Nice, mais ils ne savent pas où est la place Masséna. Oui, après, c'est dans un système de la course aux résultats, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui recrutent parce qu'ils savent qu'ils sont bons et ils vont faire un résultat. Et parce qu'ils ont des subventions et qu'il faut absolument... vous voyez, je ne veux pas non plus que les enterrer, ils ont des subventions, ils savent que s'ils ne recrutent pas, donc c'est la course. Et un jour, vous faites qu'il y a un garçon qui est à Nice qui pourrait être champion du monde, qui ne le sera pas parce que le club il a préféré investir sur... 3 personnes qui peuvent lui donner la possibilité d'être champion de France par équipe. D'accord. Favoriser l'équipe. Moi, je ne favorise pas les équipes. Moi, je favorise les gens qui veulent travailler individuellement. Voilà. Ouais, donc vous êtes un peu contre ce système de recrutement. Pas contre. Si tu recrutes, que tu en occupes, que tu les prends en main, ça n'a rien à voir. Ouais. Il y a recruter et détecter. Voilà. C'est deux choses. Moi, je vais venir des gens dans mon club qui n'avaient jamais fait de résultat, je voyais qu'ils avaient des qualités, ils m'ont demandé de venir, je leur ai dit oui je te prends, mais parce que je savais que je pouvais m'en occuper. Est-ce que les compétitions ont évolué justement par rapport à vos débuts? Oui, il y a trop d'interdits dans le judo. Beaucoup trop d'interdits, c'est la fédération internationale, on a supprimé trop on s'est appauvri. Ramassage de jambes, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été interdites. Alors Camille Bazami, on peut le comprendre, il y avait souvent des jambes cassées, ce qui est dangereux, mais après ils ont interdit certaines choses. Le judo c'est du combat. Donc le but c'est de me faire tomber le gars sur le dos. Donc moi, dès qu'il y a une prise qui peut faire tomber sur le dos, elle est bien. Par contre, le problème c'est qu'on a laissé faire du travail à genoux. 3 à genoux, à genoux. Moi je dis, par exemple, on interdit Kataguruma par exemple. Ouais. Kataguruma, je le faisais, je ne me mettais jamais à genoux, je le faisais debout. Hein. Ouais. Vous voyez, Kataguruma, c'est en fourche et on rejette. Ils auraient dû dire, on permet toutes les prises à partir du moment où on a les 2 appuis au sol, sans tomber à genoux. Prendre les jambes et tomber à genoux, on ne peut pas. Et le judo serait resté droit. Okay. Maintenant, on a favorisé un judo, un kumikata haut, droit, sans bouger, sans attaquer. Je vois pas. Moi, il faut tout autoriser, il faut éviter que des gens tombent à genoux pour rien. C'est tout. Et est-ce que c'était vraiment dans une optique d'éviter les blessures qu'ils ont interdit ou... Non, il n'y a pas de blessures du tout. C'est pas les blessures, justement, là. C'est style aérer le judo. Maintenant, le judo, le danger du judo actuel, c'est que vous avez un cadran. On doit saisir la manche. Ça se situe à ce niveau-là. Ouais. Alors il y a des gens, les grands, par exemple, on favorise par exemple les grands parce qu'ils arrivent avec le pied avancé, et ça tu peux pas ramasser la jambe. Alors ils sont dans une position. D'accord, je vois. Ils sont dans une position qui est pas. Et même des Hashibarai ou. C'est compliqué, quelqu'un qui se tient très droit, tout ça. Alors que là, on pourrait faire Kataguruma. Ouais. Mais même, je veux dire, là où il y a des championnats du monde de kata. On autorise des mouvements qu'on interdit en compétition. Oui. Alors là, c'est là où... Après, en kata, il y a même le Goshin-Jutsu, où il y a des mouvements que... Bon, non, mais ça c'est autre chose, mais les kata, les 3 premières séries qu'on enseigne au premier dan, on leur montre des mouvements qu'on ne peut pas faire en compétition. Ouais, il y a quand même une distorsion, là. Il y a une distinction qui s'est faite progressivement entre le judo traditionnel et le judo de compétition, qui est devenu très différent du judo traditionnel, en fait. Alors, au nom de la tradition, ils ont interdit les mouvements. Ouais. Et au nom de la tradition, on a fait perdre, mais c'est complètement... Pour moi, c'est... Je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est aberrant un peu. C'est aberrant, oui, c'est aberrant. C'est la Fédération internationale, mais c'est aberrant pour moi. Voilà. Ah, du coup, ça doit être compliqué pour vous, parce que vous êtes directeur du judo monégasque. Et moi, j'applique les fédérales. Dans une certaine mesure, il faut appliquer les... moi, je n'ai pas le choix, donc... mais ça me fend le cœur. Quand je vois des choses qu'on pourrait faire... Par exemple, mon fils, il a été champion du monde. En finale, il marque un moroté inversé. Ils l'ont interdit cette année. Je ne connais pas la raison. Je ne connais pas la raison. Et comment ils décident au sens organisationnel? Alors on peut penser qu'il y a des pays qui ont le pouvoir et qui ne pratiquent pas ce genre de judo. Comme la Russie. Comme la Russie, voilà. Ouais. Et par exemple le moroté inversé, ils ne le font pas eux. Ils ne le font pas du tout. C'est les Coréens qui font ça, qui l'ont inventé. Ouais. Et mon fils l'a repris. En Europe, c'est lui qui l'a repris. Et là, ils l'ont interdit parce qu'on se rend compte que les Russes, chaque fois, ils se faisaient avoir sur ça. D'accord.
Voilà, donc, oui, c'est très politique. Oui, c'est assez politique ou structurel, je sais pas. Alors, vous avez aujourd'hui quel grade? 7e dan. 7e dan. Alors, c'est un 7e dan qui est officialisé à la fois dans le judo monégasque et dans le judo français. français. Oui, judo français. Oui, moi je suis même à la commission des grades du judo français. Ouais, je suis membre de la commission des grades du judo français. Donc c'est bien parce que le judo monégasque est vraiment intégré politiquement. Ah, mais complètement. Et quand est-ce que vous avez eu le premier dan? Vous vous souvenez de l'année? Oui, je me rappelle. En 74. 1974. J'ai 16 ans. Vous avez passé où l'examen des katas? Je dirais au Fort Carré. Oui. Donc c'était Monsieur Midan qui... Oui, c'est Monsieur Midan qui a tout structuré. Donc tous les gens qui passaient le premier dan, ils allaient au Fort Carré pour l'examen ou ça... Non, ça tournait à Valoris, je me rappelle, il y avait plusieurs endroits. À Cannes, Nice et Helena. À Cannes, il y avait qui? À Cannes, Roméo de Giovanni. On vous en a parlé sûrement. Oui. Là, vous avez connu Monsieur Richet? Oh, très bien. Ah, ça m'intéresse parce que j'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Il était actif dans l'arbitrage, je crois. C'était quelqu'un qui était actif, qui a rendu service au judo comme personne n'a rendu service au judo. Alors, c'était quoi son prénom? Louis. Donc il avait un club au Canet, je crois. Au Canet, il avait un club au Canet. Par contre, il y a ses élèves qui ont repris le club, qui ont remis le nom à son club. C'est quelqu'un qui a rendu d'énormes services au judo. C'est des gens qui ont été passionnés du judo. Il avait une villa et en dessous de sa villa, il avait fait c'était son dojo. C'était un dojo privé. Privé, oui. Lui-même, il était actif au sein de l'organisation, au niveau départemental? Oui, c'est lui, sur les grades, c'est lui qui gérait tout. Il était, à un moment, il y a eu le collège des ceintures noires. Oui. Il était dedans, vous pensez? Moi, j'étais président du collège aussi à une époque. Ah, ça alors? Moi, c'est pas... J'ai tout fait. J'étais le premier élève de la section sport-études. Ouais. Donc, les premières expériences il n'y a eu que 2 sections de sport-études qui étaient ouvertes à l'époque, en 74, Nice. Et moi, et le lycée, c'était mon lycée d'origine en plus. J'allais dans mon lycée, j'ai fait la section. C'est quel lycée? Lycée du Parc Impérial. Ensuite, je suis passé par la fédération l'INSEP. Quand je suis redescendu, c'est moi qui ai ouvert la section de sport-études de Marseille, avec Jean-Paul Coche. Ensuite, je suis revenu ici et j'étais CTR et CTD de conseiller technique départemental et conseiller régional d'ici. J'étais président du collège et... Président du collège dans les ceintures noires, ouais. Les Alpes-Maritimes. Et ensuite, donc, j'étais directeur technique à Monaco. C'est même moi qui... avant ça, j'avais ouvert une section universitaire aussi. Ça bénévolement à Nice. Au sein de... Je crois qu'avant, ça s'appelait l'ASU. Il y avait à la fois l'UNSS et les universités. Non, mais l'ASU, c'est le sport scolaire. Ouais. FNSU. Sport universitaire. D'accord, FNSU. FNSU. Ouais. Et j'ai ouvert une section universitaire où je faisais des entraînements de masse. On avait créé un 3e entraînement de masse à l'époque. Et j'en avais 30 dans la section universitaire. D'accord. C'était à Nice? À Nice, à Valrose. Puisque j'étais revenu avec mon idée, j'ai dit Valrose, c'est une salle libre, et j'ai recréé un entraînement de masse. En plus, pour les universitaires, on avait une section qui marchait très bien. Et quand je suis parti à Monaco, après j'ai arrêté. Je le faisais bénévolement quand j'étais à Monaco, parce que ça me plaisait, avec les universitaires, c'était sympa. Donc j'ai fait... Et après, j'ai remis mon fils dans le système. Ouais. C'est que mon fils, il a refait tout pareil, toi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments des premières années, quand vous étiez jeune, que vous voudriez rappeler, des trucs importants? À part peut-être les premiers grades ou les premiers passages? Non, ce qu'il y a, il faut faire les bonnes rencontres aussi dans la vie. Et moi, j'ai un professeur... Qui m'a permis. Après, il y a José Larry, la force, donc il y a M. Midan et M. José Larry, c'est celui qui nous a fait rêver au haut niveau. Ça, je veux le préciser quand même. C'est celui qui a su nous faire rêver le haut niveau. Et moi, je compare toujours, parce que moi, j'aime bien... je suis très régionaliste. J'ai lu l'Épagnols, tout ça. Ouais. Et tu connais la gloire de mon père. Oui. Mais ça, c'est José. D'accord, ok. C'est-à-dire d'un événement, je dirais minime, il sait le transformer en événement majeur. Et ça a été sa force. C'est celui qui nous a donné... Pour le haut niveau, c'est lui. Pour la structure, c'est M. Midan. Pour le haut niveau, c'est José. À partir de quand vous avez commencé à enseigner le judo? J'ai commencé à enseigner le judo tôt à Paris. Pour me faire de l'argent, j'avais un club de judo. Rue Mouffetard. Ouais, je me rappelle là. Rue Mouffetard. C'est une rue qui est connue de Paris. J'avais un club de judo et pendant que j'étais à Paris, puis je suis resté 5 ans à Paris. J'ai eu pendant 4-5 ans, j'ai eu ce club, rue Mouffetard. Et je montais le tapis, c'était un grand gymnase. J'avais une 50aine de tapis et je montais les tapis. D'accord. Et pour la petite histoire, j'avais récupéré un groupe d'étudiants qui était partis du Chili, puisqu'il y avait la dictature, Salvatore Allende. Ouais. Après Salvatore Allende, il y avait comme un Pinochet. Et ce groupe d'étudiants, ils venaient s'entraîner au judo pour apprendre à se bagarrer, pour retourner... Ah ouais, ça alors. Et donc, très sympathique. Quand vous étiez à l'INSEP, c'est dans les mêmes années? Oui, c'est les années où j'étais à l'INSEP. Quand j'étais à l'INSEP, je travaillais, j'avais ce club de judo. Et alors, comment c'était vos premières années d'enseignant? C'était dur d'enseigner? Non, ça m'a toujours plu. Ah ouais? Moi, vous étiez déjà assistant peut-être au club de Charlie Juge?
Non, non, ça j'ai jamais fait. Non, parce que Charlie, donc on est resté de 68 à 74 au club, à 82, en 1982, 68 à 1982, mais en 74, je suis allé à la section sport-études. Et après, on s'entraînait surtout sur la section sport-études. Donc sport-études, c'était avec José, quoi? Avec José, oui, avec José. Et Charlie, parce que Charlie intervenait avec José, à l'époque, sur le sport-études. J'ai eu la chance qu'il y ait une continuité dans tout ça. Et donc à partir de 74, c'est vrai que c'était un peu plus le sport-études. Et l'enseignement, ça vous est venu comment, le fait de vouloir enseigner? Pour gagner de l'argent quand j'étais étudiant. Ça, c'est une réalité. Après, ma mère était enseignante. J'ai été élevé, mon frère, et j'ai un frère qui est décédé récemment, qui était instite. Donc ma tante était prof de maths, ma tante était prof de maths. C'est une famille de professeurs. Voilà, voilà, ouais. Alors vous avez enseigné à Paris pendant 5 ans, de quand à quand? De 1978 à 3 ans, donc à 81. Ensuite, vous êtes redescendu dans le sud. Et j'ai ouvert la section avec Jean-Paul Coche. Jean-Paul Coche voulait ouvrir une section sport-études comme à Nice. C'était pas encore très développé dans le reste de la France, les sports-études? Là, c'était parti. En 80, c'est parti. 74, c'était les premiers. 80, c'était parti. Tout le monde en voulait. Ok. Tout le monde en voulait. Et il y en a eu peut-être un peu trop, mais je suis même pas sûr. Il y en avait quoi? Un dans chaque région ou un dans chaque département? Il n'y a pas de règles, je crois. Je ne connais pas les règles. Pourtant, CTR. Non, tout le monde voulait sa section sport-études. D'accord. Oui, c'était un moyen pour faire valoir le judo au niveau départemental. Oui, mais même dans tous les sports. Hein. Tous les sports s'est développé. Quand je suis arrivé à Marseille, il y avait le handball. J'ai monté la section sport-études, mais je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à monter régulièrement à Paris. Parce qu'un sport-études, t'es coincé, t'as des horaires. C'est pas CTR où je pouvais m'organiser de Paris ou quoi. Donc, M. Midan m'a contacté. Parce qu'il m'aimait beaucoup. Il m'a dit, Marcel, je pars à la retraite, est-ce que ça te dit de venir prendre ma place? Je lui dis oui. Il me dit, par contre, il faut que tu t'engages à m'écouter pendant 1 ou 2 ans, que je te passe le flambeau. Oui, il y a eu une passation de pouvoir, quoi. Passation de pouvoir, donc. Et c'est M. Midan, de nouveau, donc il a bien marqué, qui m'a un peu formé. C'est vers 82, quoi. Oui, 82. Et donc là, vous êtes CTR pour... CTR Côte d'Azur. Côte d'Azur, c'est ça. Et ensuite, donc vous avez... Ça a été comment le rôle de CTR pour vous? Ça a été dur d'organiser? Très dur. Très dur. Parce que j'étais quelqu'un assez peu carré, un peu bordé. J'étais très intuitif. Et quand tu es CTR, mais j'ai eu la chance d'avoir M. Midan, et comme collègue à l'époque, qui était CTR comme moi, Claude Laurent, qui est quelqu'un de très structuré. Oui, donc il y avait quand même un appui, disons, au niveau régional. Complètement, je ne me suis pas du tout senti seul. Il y avait Michel Satzman, qui était CTD, qui m'a beaucoup aidé. Et après, il y avait un président, on t'en a parlé de M. Parent? Oui, Paul Parent. Oui, ouais. Et alors celui, il était marrant parce qu'il était à la fois président du judo et vice-président du karaté pendant un moment. Oui. Alors, et du coup, vos années de CTR, au début, ça a été un peu difficile, la passation. Vous êtes resté CTR de quand à quand? 82 à... De 82 à 93. Ah oui, quand même. Oui, j'ai fait 11 ans. Ah oui, donc au bout d'un moment, vous connaissiez un peu la machine. Ah, je connaissais tout. Et en quoi, racontez brièvement pour les gens qui nous regardent, en quoi ça consiste le rôle de CTR? Alors moi, c'était facile parce que j'avais vécu ça au travers de M. Midan. J'ai remis les entraînements de masse minimes, il a déjà bien structuré M. Midan. J'ai recréé, alors je m'étais rendu compte que sur la partie est du département ne se mélangeait pas avec la partie ouest. Nice, Cannes, il y avait une session. Ouais. Non, mais entre Nice, après j'ai pas reparlé de Menton, entre Nice et Cannes, il y a vraiment la concurrence. Ouais. C'est-à-dire que maintenant ils s'entraînent ensemble, Nice et Cannes, le jeudi ils font les entraînements ensemble, mais avant ils étaient fâchés. Et j'ai recréé un entraînement à Sophia Antipolis. Et la ville de Menton et de Monaco, ils étaient un peu en dehors de ce système? Oui, Monaco ils jouaient plus trop le système quand je suis arrivé. C'est vrai que dans les années 80 c'était un peu le moment où ça périclitait. Il n'y a plus rien. Il y avait, quand j'ai repris le club, moi après, plus tard, il y avait 50 licenciés. On me parle de Monaco c'est vite fait, tu verras. J'ai un truc où tout est marqué. D'accord. Je te dis, dans les années 60 que j'ai pas connu, il y avait Humbert, Bougaert, Écovre, les frères Rebecki. Et du côté de Menton, tout ça? Et il y avait Brusa. Serge. Oui, Serge. Vous l'avez connu? Oui, j'ai très bien connu. C'est des gens qui, jusque dans les années 80, ils ont vraiment œuvré pour le judo. Et donc le rôle de CTR, du coup, vous avez mis en place les entraînements de masse? Les entraînements de masse, et j'ai essayé moi, ce que j'ai compris qu'il fallait que ce soit unifié. Ça, je l'ai ressenti. C'était l'influence de M. Midan un peu? Oui, dans la continuité de ce qu'avait fait M. Midan, dans la continuité. Et j'ai mis ma personnalité aussi. C'était les années aussi où il commençait à y avoir vraiment
comment dire, un élan pour le judo les années 80-90. Parce que c'est vrai que le judo régional, il restait un petit peu obscur. Ah ben il y a eu les premiers résultats déjà. Ouais. Déjà, c'est-à-dire que les premières sélections du championnat d'Europe, ça a été Eric Colleuil, qui a fait vice-champion d'Europe en junior, nous on était cadets. Et Laurent Del Colombo qui a fait 3e, moi 5e, on était les trois premiers à sortir en niveau international. Il y a eu un gars qui s'appelle Berriot. Je connais pas. Du CRAM, mais je sais pas ce qu'il a fait, il faudrait vérifier. Berriot. Et lui aussi, il avait fait des résultats. Et oui, c'est peut-être le premier qui a fait un podium au championnat d'Europe. Mais je ne suis pas sûr. Il a participé en tout ça. Il était du CRAM, qui était un club qui marchait bien, des frères Rebecki à l'époque. Oui, j'en ai beaucoup entendu. Oui, il y avait Aramino, il y a plein de noms connus. Moi, à l'époque, c'était un club, c'était un vrai club. Votre premier club, vous avez été vous-même professeur, ça a été quand? Ça a été Monaco? C'est ce que j'ai dit, non. Ah, c'était rue Mouffetard à Paris. Ah oui, d'accord, oui, c'était à Paris. À Paris. Ensuite, il y a eu la période où vous avez été CTR. Dans le sud. Et ensuite, vous avez réouvert un club en quelle année? Ensuite, en 1986, quand je suis vice-champion d'Europe, Monaco cherchait un prof. Et il y a Eric Bessy, le président Eric Bessy, qui a fait les Jeux Olympiques pour Monaco, qui vient s'entraîner aux entraînements de masse, à l'entraînement de masse que j'organisais à Nice avec José. Et il me dit, Marcel, on cherche un prof, on a envoyé une lettre dans toute la France. Toi, tu ne serais pas intéressé? Je dis, mais moi, je suis fonctionnaire, tu sais, et j'ai pas le droit, logiquement. Ouais. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit. Oui. Je dis, mais après, je peux demander une dérogation à la fédération, comme Monaco. Parce que Monaco donnait la voix au niveau européen à la fédération française. Ah, ok, je vois. Oui, donc si vous demandez, ils vont pas, je pense pas qu'ils... Ouais. Et ils ont accepté que je fasse les cours adultes à Monaco. D'accord. Et là, en 1986, j'ai repris... Il y avait encore Monsieur Humbert, du coup? Lui, il avait plus. Justement, qui y avait comme ancien dans ce club de Monaco? Des ceintures noires Il n'y avait plus personne quand je suis arrivé. Il n'y avait plus que deux. Eric Bessy et Gilles Pagès. Gilles Pagès. Gilles Pagès. Mais là, j'ai pris que les adultes. Mais ma chance, c'est que Brusa avait été en décroché. Les adultes de Brusa sont venus chez moi. Comme Brusa faisait du sambo, qui ne voulait pas faire du sambo, les gars. Il est venu 7-8 des minimes, des jeunes, toi, dont un garçon, Fabien Gérard, qui était champion de France. Au bout de 3 ans, il était champion de France, on était content, Monaco. Et ça, étant champion de France, il y a eu des articles, et le club, rapidement, chez les petits, ça commence à venir, toi. Et progressivement, et jusqu'à dans... Il y avait des revues, justement, propres à Monaco, pour le sport en général, où il y avait le club de judo qui paraissait, à cette époque-là, déjà? Non, il n'y avait pas encore. Maintenant, il y a des revues un peu... Ah oui, maintenant, il y a Code de sport... Ouais, il y a des trucs, ouais. Qui fait beaucoup de choses. Donc ça a commencé en 86, petit à petit, et quand est-ce que vous avez pris vraiment les enfants en judo? Je les ai pris, un peu de façon, c'était pas officiel, je le faisais, mais je les ai pris en 88, j'ai commencé à prendre les enfants. Et après ça a été plutôt 93 par là? 93, j'ai arrêté, alors je t'explique pourquoi. Parce qu'ils voulaient après ils voulaient qu'on cherche un autre professeur, tu vois. Et moi je dis, il faut chercher quelqu'un, mais il faut l'employer à temps complet. Monaco, il vient de Nice, on ne peut pas le faire venir pour 2 heures un professeur, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'enseignant là-bas, il n'y avait rien. Et donc là, ils m'ont dit, oui, mais on peut te faire détacher à Monaco. J'ai dit, comment? Il y a des profs détachés. Et là, je voyais la fédération, la fédération, je voyais que c'était devenu une machine, on était devenu une administration en quelque temps. Et ouais, du coup, beaucoup d'enfants ou beaucoup d'adultes? Beaucoup d'enfants et les adultes qui sont revenus. Beaucoup d'adultes qui sont revenus, des anciens. Et j'ai essayé de contacter aussi les anciens. Et après, grâce à ça ou à cause, j'ai créé une section Jiu-Jitsu. Parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas, si je veux faire du haut niveau, je ne pouvais pas avoir tous mes vieux adultes dans un cours haut niveau. Ils étaient plus intéressés par le Jiu-Jitsu? Ben, je pensais qu'ils seraient intéressés, mais en définitive, je me suis rendu compte que le Jiu-Jitsu, on a pris une autre population de personnes adultes, mais qui n'avaient pas fait de... Quelques-uns avaient fait du judo, mais peu en définitive. Au début, je pensais que j'allais les intéresser, mais c'est une autre population encore. Ok. C'est intéressant parce que justement, le judo et le jiu-jitsu, quand vous avez commencé, vous, le judo, c'était encore un peu enseigné ensemble. Petit à petit, ça s'est... Moi, c'est l'affaire. Moi, c'est l'affaire. Petit à petit, ça s'est vraiment... Moi, on montrait un peu, et après, dès que les compétitions de judo sont développées, les profs, il y a des profs qui sont restés sur le jiu-jitsu, comme MBR, comme Brusa aussi, tout ça, et d'autres qui sont mis sur la compétition. D'accord. Et donc, le jiu-jitsu, quand vous avez voulu le relancer... Et bien, on a fait venir, on a formé un gars, on a un gars qui est du club, qui s'est mis au jiu-jitsu. C'était qui? Thierry Mathieu. Est-ce que l'enseignement du judo a évolué? Ah oui, par rapport au règlement, oui, complètement. Les règlements, mais est-ce que la manière d'enseigner le judo, vraiment, le cours, comme il était fait en 70 et maintenant, ça a changé? Je pense que... Il y a des gens qui ne voient que le côté sportif, quoi.
Alors que moi, franchement, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois un gars qui devient ceinture noire, et il y a des gens qui ne pensent plus qu'au côté sportif. Avant, c'était moins le côté sportif, je pense. Ouais, il y avait aussi vraiment le côté moral, spirituel. Moral, non mais ça, il me semble que c'est, malgré ce que pense peut-être Alain Bigny, c'est conservé dans les clubs. D'accord. Alain, c'est un copain. Hein, après, est-ce que la façon de dérouler le cours, la façon d'enseigner... Ah oui, les cours sont beaucoup moins longs. C'est-à-dire que nous, on faisait des cours on faisait des cours de 2 heures, on pouvait faire. Maintenant, les cours, c'est 1h15, 1h30. Les gens n'ont plus le temps. Les cours beaucoup plus tard aussi. On faisait les cours à 20h. Comme ça, quelqu'un qui travaillait pouvait y aller. Ouais. Donc les cours maintenant c'est 10h30. Toi. Moi je mets 10h30. Mais à mon avis, c'est aussi une façon de changer l'organisation qui a évolué avec les enfants. Il y a beaucoup plus d'enfants qu'avant. Avant c'était plus des adultes ou des adolescents. Oui, des adolescents adultes. Et maintenant, comme il y a beaucoup d'enfants et par tranche d'âge, du coup il faut diviser les cours, donc ça réduit le temps de chaque cours, je pense. Oui, peut-être. Tu as raison, mais les cours sont beaucoup moins longs. Hein. Mais les gens ne sont pas prêts à faire 2 heures de cours. Ouais. Il y a moins de motivation qu'avant. Non, mais il y a plus de sollicitations, surtout à tous les niveaux. Ils ont plus de loisirs différents, de trucs. Je veux dire, moi, quand Charlie me disait « Ouais, on va à Mende ce week-end faire un stage », on était tous contents. Hein, tous les enfants de Batéco, ils ne sortaient pas de Batéco. Les copains des HLM, ils ne sortaient pas. Ils étaient contents de partir avec Charlie, avec le camionnette. On était tous ensemble. Maintenant, les gens, ils sont blasés. Hein. Les gens, ils te disent « Ah, Marcel, je vais à Isola. Marcel, je vais au Rond. » Oui, ils n'ont même pas envie de se taper la route. Quoi. Voilà. Oh là là, c'est quoi avec ta voiture oui, la 208, ouais, avec le minibus, mais il est climatisé. Non, c'est vraiment ça. D'accord, c'est intéressant parce que c'est vraiment l'époque qui a changé. Et c'est l'époque qui a changé. On est allé au stage avec le train d'Épine dans les Alpes. Qu'est-ce qu'on était contents. Tous les gosses de l'Ariane, de Batéco, de l'Ariane à l'époque aussi. Qu'est-ce qu'ils étaient contents. Je me rappelle, on chantait, tout ça. Ça maintenant, tu leur dis, vous rendez-vous au train d'Épine à Nice, tout ça. T'as 80% qui ne viennent pas. Et les parents ne les ramènent pas. Mais non, nous on est à la maison. Et puis il y a les consoles de jeu. Les consoles de jeu, tout, c'est pas... Dans les vestiaires avant, ils se régalaient, ils rigolaient les jeunes. Maintenant, ils sont tous avec leur portable comme ça. Moi, je fais les cours. Maintenant, avant, je faisais les cours, il fallait que j'ouvre le vestiaire pour surveiller qu'ils ne fassent pas les cons. Maintenant, je peux laisser. J'ai plus. C'était ma fois. Je dis mais il n'y a plus d'histoire dans les vestiaires. Ils sont là, tous sur leur téléphone. Ok, c'est marrant. Alors, on a parlé un petit peu du matériel. Est-ce que ça a évolué? On a parlé des tatamis. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé niveau matériel pour le judo? Le tatami, il y a eu une évolution, puisqu'on est passé, du copeau avec la bâche, au plancher au tapis tressé aussi, grain de riz avec le paille de riz. Et ils sont mieux les tapis quand même, les tapis sont mieux. Ouais, maintenant, c'est sur des dessous, c'est monté sur des ressorts. Comme moi à Monaco, ça n'a plus rien à voir quand tu chutes. J'avais oublié comment c'était. Hein. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une démonstration avec mon fils à Paris où il y avait le tapis monté sur du béton. J'ai oublié ce que c'était. Ah ouais. C'est plus la même chose quand tu chutes. Ok. Et est-ce qu'à part ça, il y avait d'autres choses qui étaient utilisées en judo? Alors la musculation, c'était déjà un peu utilisé. La musculation, trop à l'époque même. Trop à l'époque par rapport à maintenant? Oui, quand on voit ce que dit, parce que je prends l'exemple de Rouget, de Jean-Paul Coche. Avant moi, ils étaient tout le temps sous les barres de muscles. Hein. D'accord, ça c'est intéressant. Ils étaient musculation et courir comme des dératés. Ouais. Ça, la course, on en a parlé. Ouais. Courir comme des dératés, ce qui était une aberration. Hein. Oui, il ne faut pas faire trop de courses de fond, ça ne sert à rien. Est-ce qu'il y avait aussi les kimonos qui ont changé ou d'autres choses? Après, ce qui a changé, c'est l'enseignement aux enfants. Aux enfants, maintenant, les 3/4 des clubs, il y a plus de jeux que d'enseignement de judo, quoi. Ouais, alors qu'on peut leur enseigner le judo de la même façon. Hein. C'est une erreur, ça. Pour moi, c'est une erreur. Il faut être honnête, il y a beaucoup aussi de clubs qui font de la garderie. Qui font de la garderie, et parce que ça les arrange, et ils n'ont pas envie de s'occuper des adultes parce que c'est tard le soir. Moi, je vois... Moi, hier soir, par exemple, à 9h, j'ai fini le cours. Il y en a qui veulent passer à ceinture noire, ils savent que s'il y a 9h, je peux rester jusqu'à 11h, à 10h30 au club, je reste avec eux. Ça, tout le monde le faisait avant. Il n'y a plus personne qui le fait, ça. Ouais. Les gens, ils ont plus... je veux dire, la disponibilité, les gens veulent rentrer chez eux le soir. Et ça se comprend aussi. Hein. Oui, après, maintenant, les gens, ils ont... Moi, tous les soirs, je rentre à 22h30 à la maison. C'est simple. Sauf le jeudi où à 20h pour manger ma femme. Alors, est-ce qu'il y avait dans le judo qui vous a intéressé au début quand vous étiez enfant, des choses sur... On a parlé des BD sur les samouraïs. Est-ce qu'il y avait des choses sur le zen, un peu, sur la philosophie japonaise qui passaient par le judo? Ou pas du tout? Non, le samouraï, Dr Justice, pour moi c'est ça. Hein.
Oui, c'est vrai que Docteur Justice, ça a fait un carton en France. Ouais, la planchette japonaise. Ouais. Ça faisait rêver tout le monde. La planchette japonaise. C'est... comment ça s'appelle en japonais Les mangas. Tomoe-nage. Tomoe-nage, ah oui, Tomoe-nage. Ok. Alors, quels sont les objectifs selon vous qu'on peut atteindre grâce à la pratique du judo? Que ce soit objectif sportif. Alors pour moi, c'est objectif, c'est un sport extraordinaire. Ouais, mais c'est vraiment... Tout ce qui est interdit à la maison, à l'école, tout ce qui est interdit par la société moderne, on peut le faire au judo. On peut marcher pieds nus. On te dit, les enfants, on les empêche de marcher pieds nus. Je sais pas pourquoi, il faut marcher pieds nus partout. Là où je peux. On peut se rouler par terre. On peut tirer sur les vêtements. On peut tomber, on a le droit de tomber. Attention, ne tombe pas, là, on a le droit de tomber, on apprend à tomber. On peut faire tomber. Je suis pas fini. On peut faire tomber. On peut faire tomber. Et on peut se bagarrer. Tout ce qui est, on ne te bagarre pas, on peut se bagarrer. C'est-à-dire que le judo, ce n'est fait que d'interdits et avec des règles, si tu sais bien enseigner, et dans la sécurité. Je dis, pour moi, c'est le judo entre, je dirais pas 4-5 ans après, entre 6 et 10 ans, c'est presque indispensable pour qu'un gosse se sente bien dans son corps. Parce que c'est formateur. Et j'aimerais, au lieu d'un formateur, c'est que des interdits ce qu'on fait. Moi, tu sais, au début du cours, je les laisse courir, les enfants. Ils tombent, ils roulent. Tout ce qu'ils peuvent faire dans une cour de création, ils peuvent le faire. C'est plus formateur que beaucoup de sports. Est-ce que vous avez pratiqué le jiu-jitsu du coup? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais au club de Charlie Juge, il y avait un peu de jiu-jitsu? Non, pas du tout. Charlie, non, pas du tout. Donc c'était une... C'est l'école de José sportive. C'était vraiment le départ de ça. José, il arrive de l'INSEP, il arrivait de Paris, il n'est pas resté longtemps, je crois, 1 ou 2 ans, 3 ans, 2 ans, et il avait ça en tête, le judo sportif. Le judo sportif. Je pense que ça, c'est... Donc de temps où vous avez commencé, c'était déjà très séparé. Il n'y avait plus personne qui faisait du jiu-jitsu, quoi. Non. On en montrait à la fin du cours, mais c'était une sorte de 5 minutes. On te disait quand tu prends ta arrière, tu peux faire ça, quand tu prends c'était un peu self-défense. C'était à la fin, mais ça durait 5 minutes, c'était pas... Et du coup, est-ce que vous avez pratiqué d'autres choses que le judo? Non. Sport, du ski apparemment? Le ski. Mais sport de combat, rien d'autre? Non, rien d'autre. Pas de karaté, pas d'aïkido? Non, moi j'ai vraiment adhéré au judo d'entrée, c'était le sport qu'il me fallait. Vous êtes allé au Japon? Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois? Ouais. Et qu'est-ce que ça va vous apporter d'aller au Japon? 7 ou 8 fois. Le Japon, c'est la densité d'entraînement, et après, c'est aussi... et après, les différentes écoles. Leur force, c'est qu'il y a différentes écoles. Tu vas dans une université, ils font plus de sol. Tu vas dans une autre, ils font plus Uchimata. Tu vas dans une autre, ils font plus Moroté. Et j'aimais cette diversité. C'est-à-dire qu'on tournait, toi, on allait en stage, on faisait 3 ou 4 universités, et tu changeais, c'était pas le même monde. C'était un tronc commun, le salut. Même le salut ne se ressemble pas. Parce que toi, ils font des saluts différents selon les universités. C'est le salut traditionnel. Mais il y en a qui saluent par exemple le drapeau, il y en a qui saluent le maître en plus, toi. Toi, donc ils ont des vraies diversités entre eux qu'on n'a pas forcément en France. La finalité est la même, mais non, c'est ce que nous, en France, le haut niveau, il ne passe que par Paris. Ouais. Et on tue la diversité, alors qu'eux, ils ont gardé leur diversité. Oui, eux, ils ont cette tradition-là très au sein de l'école et de l'université, parce c'est très concurrentiel. Genre, les universités, elles se tirent la bourre là-bas, c'est terrible. Oui. Est-ce que vous pensez que le judo, à terme, il doit vraiment évoluer vers la compétition et laisser un peu la tradition de côté, ou au contraire, garder les deux? Non, il faut garder cet équilibre, moi, je pense. C'est important. Parce que quand même, c'était le code moral, les parents, il faut le garder. Parce qu'autrement, on en arrive au MMA, je veux dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord de faire un sport? Pour moi, la pratique du judo, c'est pratiquer un sport de combat en toute sécurité. Et dans le respect de règles et éducatif. Le côté éducatif, pour moi, il est essentiel au départ. C'est même ce qui m'intéresse le plus. Jusqu'à 12-13 ans, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est à 14 ans que je vois vraiment ceux qui vont... parce qu'il y a des gens qui sont de très bons judokas mais qui n'ont pas envie de faire de compétition. Moi, j'ai des gens qui font mieux le judo que des compétiteurs, que des champions du monde. Moi, j'ai des enfants à 14 ans. Eux, ils veulent passer ceinture noire, ils veulent se faire plaisir, c'est le geste, c'est l'efficacité. Et c'est pas la compétition qui les intéresse. Ouais. D'ailleurs, c'est une majorité de pratiquants en général. Oui, mais bien sûr. Les compétiteurs, c'est 15% à tout casser, quoi. Au début, ils en font tous. Poussin, Benjamin, ils aiment tout ça. Mais après, c'est pas pareil. Après, voilà. Et du coup, justement, c'est vraiment la vision du sport selon le baron Pierre de Coubertin. C'est-à-dire, c'est le sport éducatif. Ah oui, pour moi, c'est vraiment ça. N'oublie pas que nous, ils se font 15 compétitions dans l'année, les vrais compétiteurs. Donc c'est vraiment beaucoup, ouais. Il y a Mien Tizier qui a fait champion de France junior. L'année où il a fait champion de France, 17 compétitions.
Il y a quoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul championnat. Il y a les championnats départementaux, les régionaux, les universitaires, il y a les équipes. Il y a les équipes. Ah oui, donc il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter. Ah ouais, nous, il faut beaucoup de compétitions, les gars. D'accord. Après, je dis 15 compétitions, moi, c'est le maximum. Un compétiteur, il fait une dizaine d'années. D'accord. Une dizaine, à 15, j'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de compétitions sponsorisées par le Crédit Agricole, les trucs. Oui, mais c'est parce que le président du Crédit Agricole, il est judoka. D'accord. Oui, donc il y a des petits événements comme ça. J'ai vu qu'il y avait les championnats corporatifs aussi. Oui, ça, il y a les championnats militaires, il y a les championnats. Oui, militaires, voilà, il y a des gens, ils font. Donc il y a du judo quand même, autre que la fédération, il y a du judo dans. Oui, mais c'est tout intégré de la fédération, c'est tout la même chose. Il y a FSGT un peu. FSGT, UFOLEP. UFOLEP qui font à côté, mais c'est. À une époque, c'était pas mal. À l'époque où vous avez commencé, il paraît que l'UFOLEP, c'était pas mal. Oui, il y avait UFOLEP, il y a tout. Maintenant, non, t'as plus le temps. Hein. Le calendrier est assez chargé. Celui qui fait UFOLEP, il ne fait pas FSGT, il ne fait pas judo. Et par exemple, celui qui fait FSGT, pour moi, il laisse croquer un peu ses enfants parce qu'il les enlève d'un système où nous, il y a plein de possibilités en judo. Ouais, ok, je vois. Pour les compétiteurs, des fois, tu vois. Après, si c'est que loisir. Il y a un gars de drape, par exemple, qui a fait 3e championnat de France minime. Il a drape, mais il faudrait qu'il aille s'entraîner au sport-études. Gilles Naron l'a repéré, il était allé le voir. Il lui a dit bon, c'est bien, t'es à drape, mais il faut qu'il vienne venir aux entraînements de masse. Ah ouais. Parce qu'ils viennent pas aux entraînements de masse, ils viennent nulle part. Après drape, c'est un peu isolé, quoi. Voilà, mais ils vivent entre eux, toi. Le gars, 3e champion de France, en s'entraînant qu'à drape, il a des qualités, je pense. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu sur votre rôle au niveau des fédérations. Donc, est-ce que vous avez fait de l'arbitrage, d'abord? Non, moi non. Pas d'arbitrage. Par contre, vous avez été CTR. Moi, j'étais prof de sport-études, CTR. Ensuite, vous avez été CTD à un moment, c'est ça? CTD en même temps, CTD, CTR. On était Claude Laurent était CTD du Var et moi CTD des Alpes-Maritimes. Et en plus, vous étiez CTR. C'est CTR tous les deux. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez eu d'autres rôles? J'étais responsable de la section sport-études de Marseille. C'est moi qui ai monté la section sport-études de Marseille. Donc avec Jean-Paul Coche, c'est ça? Jean-Paul Coche. Ok. Est-ce que vous avez eu d'autres rôles? Alors maintenant, vous êtes évidemment... J'ai été président du collège Ceinture Noire aussi. Et d'autres rôles. Alors maintenant, vous avez un rôle bien défini à la Fédération Monégasque. Oui. Après, j'étais responsable j'étais aussi responsable de la commission sportive de département pendant jusqu'aux dernières Olympiades. Et alors à Monaco, c'est quoi votre rôle maintenant exactement? Moi, à Monaco, je suis un peu... je suis directeur technique, mais je peux faire des cours depuis les enfants de 5 ans. Et donc vous êtes directeur technique de la Fédération Monégasque. Fédération Monégasque de judo. Qui y avait à la Fédération comme président quand vous étiez... Il y avait le docteur Louis Orekia, qui était le président fondateur. Oui, je l'ai vu son nom. Est-ce que vous avez organisé des galas ou des démonstrations? J'ai fait le tournoi international de Monaco. Oui, je l'ai vu. Alors ça consiste en quoi exactement ce tournoi international? Au début, c'était une compétition individuelle. Et avec l'avènement après, la Fédération internationale, l'UEJ, a fait des tournois labellisés que tu dois acheter, toi. Tu achètes 100 000 €, tout ça. Et nous, on ne voulait pas rentrer dans ça, parce qu'autrement, c'est... Je comprends pas exactement. Comment ça se passe? C'est quoi des tournois labellisés? Alors, la Fédération, l'UEJ fait des tournois labellisés qui donnent des points pour les Jeux Olympiques. Ok. Mais pas beaucoup de points, mais qui donnent des points. Qu'est-ce qu'ils appellent tournoi labellisé? C'est genre le tournoi de Paris? Coupe d'Europe, non, ça c'est un grand slam. Et après, il y a les tournois labellisés par la Fédération internationale du judo, qui donne beaucoup de points pour les Jeux Olympiques. En plus, on a l'aéroport de Nice qui est bien placé. Et donc le tournoi international de Monaco, c'est... Donc on est par individuel, et comme il y a eu ces tournois labellisés, je me dis on va rentrer en concurrence. J'ai fait un tournoi par équipe. Et je limite à 16 équipes. Comme ça me permet d'avoir des Japonais, parce que j'ai un contact au Japon, un copain qui est français, qui est responsable de l'université japonaise de judo. D'accord. Et avec lui, chaque fois, il se dit que j'ai une... C'est qui? Flamand. Baptiste, c'est son frère. Lui, c'est... parce que je connaissais bien son frère. Bon, Flamand, je sais plus. C'est un contact au Japon. Flamand, comment c'est son prénom? C'est Pierre Flamand. Et donc, à part ce tournoi international de Monaco, est-ce que vous avez organisé des démonstrations? Des galas, Non, j'ai pas le temps. Moi, ce que je fais, dans l'année, je vais 7-8 fois à l'étranger. Toi, je pars une semaine, 7 fois une semaine. Pourquoi? Pour des compétitions? Je pense être la personne qui a fait le plus de Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. J'ai fait 6 Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'il y a votre fils aussi. Non, mais j'ai fait 6 Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur de Monaco. J'ai eu des compétiteurs de Monaco qui se sont qualifiés parce qu'ils sont invités à Monaco. Et on n'est pas invité automatiquement. Mais s'ils sont bien placés, ils me les repêchent. Et ils me les ont repêchés chaque fois. Comme je participe, je suis quand même pour un petit pays, je suis très présent. Donc j'ai fait 6 Olympiades en tant qu'entraîneur. Je suis sûr que dans les Jeux Olympiques, dans les soirées Jeux Olympiques, il y a que moi qui fais ça. Aux derniers Jeux Olympiques, les 6 fois, vous y étiez? Il n'y a qu'une fois que je n'ai pas été, c'était en Grèce.
Parce que je me suis disputé avec l'athlète qui devait venir, parce qu'il ne voulait pas s'entraîner. Je lui ai dit, si tu t'entraînes pas, j'y vais pas. Si tu viens pas régulièrement, tout ça. Et à la fin, je suis allé voir le prince, je lui ai dit, ouais, j'y vais pas parce que c'est pas possible. On va parler un peu de votre fils. Ouais. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est difficile d'apprendre le judo à son propre fils? Plus qu'à un autre élève, je veux dire. Pour moi, ça n'a pas été difficile. Je vais te dire pourquoi. Et je n'avais pas besoin de m'exprimer à travers Loïc. J'avais un vécu international beaucoup moins important que Loïc, donc, mais quand même qui faisait de l'ombre à Loïc, ça me fatiguait. Toi, tu vas faire comme ton père, tout ça. Et lui c'est quelqu'un qui est perméable à rien. C'est sa force aussi. Hein. Et il me disait, ouais, il m'énerve quand il disait ça. Il me disait, ouais, j'ai dit, mais c'est pas grave, Loïc, tu le sais que c'est comme ça t'y peux rien, tout ça, tu vois. Donc, même Billy me disait, ah, il est trop dans ton ombre, ton fils, et c'est quelqu'un de réservé. Moi, je suis un communicant, lui, c'est quelqu'un de réservé. On est vraiment, on n'est pas dans le même, on a la même façon de penser les choses, mais on n'est pas dans le même créneau. Lui, je fais, mais lui s'en fout un peu des autres, quoi. Lui, il fait son truc. Ouais. Il fait son truc. Et quand il était petit, qu'il fallait l'avoir au Toujours club, pareil. il était au judo club de Monaco, du coup. Ah non, alors, il allait de partout. Il allait s'entraîner avec Patrick Domenech, avec Michel Carrière. Il allait s'entraîner avec José Alary. Il était bien accueilli? Oui, tout le temps, tout le temps. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une époque où quand les gens tournaient un peu dans les clubs, ils n'étaient pas forcément... Non, mais Loïc, c'était mon fils. Il n'a pas de résultat. Il était petit quand il avait 12 ans, 12-13 ans. Ouais. Il avait 18 ans, donc j'ai dit, José peut venir, ouais, il vient de s'entraîner. Il allait en mobilette, il descendait, parce que moi, j'étais jamais là le soir. Donc il se débrouillait en mobilette, il devait aller chez Michel Carrière, il devait aller là au CEDAC. Et il venait avec moi le vendredi au début. Que le vendredi, il venait avec moi le vendredi. Et je l'envoyais un peu de partout. Ça n'a pas été difficile parce que, comme disent les sages confucéens, c'est très difficile d'apprendre à son fils parce qu'on doit être sévère parfois pour corriger la technique. Ou pour... J'ai jamais été sévère. Par contre, il m'a dit, papa, quand il était champion du monde junior, papa, tu m'as jamais dit que c'était bien. J'ai dit, t'as raison Loïc, mais est-ce que je t'ai dit que c'était mal? Ce qui est la vérité. Oui, mais après tu m'as toujours dit qu'il faut de la chance pour réussir. Oui, il faut de la chance. Et là, j'ai eu de la chance, j'étais champion du monde junior, papa. Entre nous, hein, ça se passait ça. J'ai dit, oui, champion du monde junior, c'est pas rien. Je crois que dans la région, personne n'a fait ça. Ouais, 2 secondes. Qui fait champion du monde junior senior? Dans l'histoire du judo français, il y en a 2. Teddy Riner et Loïc. Et votre fils, il enseigne? Non, il pratique toujours? Ah, il pratique toujours parce qu'il veut aller aux Jeux de Paris, il aimerait faire en même temps. Il essaie de se relancer. Mais c'est pas évident parce que la fédération... Il a gagné quand, senior, les championnats du monde? En 2013. C'était où? Où est-ce qu'il a gagné? À Rio. Ah oui, putain. C'est à Rio qu'il a gagné. 2016, Rio, non? En 2013. Non, pas les Jeux, je suis pas du monde. Ah, les championnats du monde, oui. Ce que vous aimeriez dire aux prochaines générations de judoka, une idée, une valeur que vous aimeriez transmettre, un conseil? À la fédération. La fédération est devenue une administration, il faut qu'elle sorte de ce système de fédération, d'administration. On n'est pas là pour administrer. Et je pense qu'il faut redonner du pouvoir aux régions, remotiver le judo adulte dans les régions. L'identité forte fait qu'on est les seuls à survivre, on est loin de tout, donc c'est notre force aussi. Bon, je vous remercie. De rien.